Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On a un agenda chargé aujourd'hui, beaucoup de nouvelles, beaucoup de choses qui se passent. Vous le voyez dans l'actualité, que ce soit au G20 à Bali, en Indonésie, où Justin Trudeau a des tête-à-tête avec Rishi Sunak, le nouveau PM anglais, ou que ce soit finalement la suite des élections de mi-mandat euh, aux États-Unis, où Joe Biden finalement a eu un mur bleu devant la prétendue vague rouge. Il y a eu des gains du côté républicain, mais probablement pas autant que plusieurs le souhaitaient. Là, il y a des gens qui se demandent si c'est du côté de Donald Trump ou de Ron DeSantis qu'il va falloir regarder pour le prochain candidat républicain à la présidence américaine dans 2 ans. Parce qu'évidemment, il y avait des plans qui semblaient très enthousiastes. Lorsque la vague rouge avait finalement gagné plusieurs cœurs républicains dans les jours qui précédaient le scrutin, mais là, on voit aujourd'hui, après le très, très long décompte qui, je crois, n'est même pas terminé dans certains endroits, ce qui est un peu surréaliste, là, énormément surréaliste même, euh, on voit qu'il y a finalement des Américains qui sont désabusés. Et puis, finalement, c'est un peu une introduction pour le sujet principal que je vais traiter dans quelques instants, qui est l'identité numérique. Aux États-Unis, clairement, l'identité numérique, elle est très mal balisée. On a des histoires qui nous arrivent, qui nous montrent des situations irrégulières qui devraient retenir l'attention des législateurs américains, mais qui, pour toutes sortes de raisons, ça passe un peu comme un coup de vent. Et finalement, l'identité numérique, ça permettrait de dire, ben ça, c'est la bonne personne qui est devant toi. Donc, dans le cadre des élections, ce serait vendeur de dire qu'on aurait un projet d'identité numérique, tout le monde serait pour en disant, ben là, au moins, on aurait des élections qui seraient justes. Mais c'est également terrifiant parce que la seconde où on n'est plus capable de se faire confiance et qu'il faut absolument passer par un système électronique qui est assurément pour la plupart des modèles centralisés, avec toutes les données qui permettent de faire l'identification numérique, bien là, on se rend compte que ça devient un aimant automatique pour tous les pirates informatiques du monde. Parce que lorsqu'on concentre beaucoup de données à un seul endroit, ben c'est là que les pirates vont essayer d'aller, puisque c'est l'endroit où ils vont réaliser les plus grands bénéfices, advenant une réussite de leur part. Donc, quand bien même que ce serait protégé, ça demeure quand même une cible. Donc, aux États-Unis, ils viennent de faire l'expérience d'élection où est-ce que de part et d'autre, les gens auraient pu s'identifier avec l'identité numérique, mais encore là, le problème, c'est à quel prix. Et le prix, il est social. Et il est important parce que si les gens commencent à regarder ça froidement, on s'en va dans une société où on a tellement plus de connexion entre les gens que ça prend une connexion avec le gouvernement pour faire, par exemple, des transactions via l'identité numérique. Au Québec, ça porterait un nom. Ça porterait le nom du Service québécois d'identité numérique qui serait finalement piloté par le ministère de la Cybersécurité et du numérique, le MCN. Peut-être que certains ont vu passer les lettres récemment. Et présentement, ils ont frappé un nœud, le MCN, lorsqu'ils ont tenté de faire approuver leur mouture actuelle de leur identité numérique avec la Commission d'accès à l'information. Et pourquoi est-ce que ça a accroché? Eh bien, la Commission d'accès à l'information a refusé d'approuver la bonification ClickSecure. C'était le premier jalon du projet d'Éric Kerr qui avait promis que ce serait mis en place en été, en juin, en 2022. Et ClickSecure, vous l'avez assurément vu, ce service-là, pour vous identifier lorsque vous avez, par exemple, complété votre déclaration de revenus annuelle avec le ministère du Revenu. Il y a plusieurs autres ministères qui vont faire appel à ClickSecure, mais la plupart des gens qui font une déclaration d'impôt ont vu passer donc le système ClickSecure et c'était un peu le jalon qu'Éric Kerr voulait adresser avec son projet. Mais ça ne marche pas parce que présentement, on a un énorme problème qui se résume en ces mots. C'est que l'identité,
numérique d'Éric Kerr, ça ne passe pas le test de la protection des données. C'est aussi fondamental que ça. Et un système qui respecterait même pas la protection des données personnelles, qui a été présenté à la Commission d'accès à l'information, à maître Diane Poitras, qui est la présidente, c'est certain qu'il allait le refuser. Il n'aurait jamais laissé passer ça. Et puis là, on se rend compte que finalement, c'est beaucoup de l'improvisation, le chantier de l'identité numérique, parce que c'est fondamental. Si on est pour gérer des données personnelles, il faut s'assurer que la gouvernance protège ces données personnelles-là d'une manière ou d'une autre, idéalement de manière technique, de manière logistique et peut-être même d'une certaine façon, de manière légale, sans alourdir, peut-être de manière plutôt simple afin de décourager finalement l'abus qui pourrait se produire. Mais tout ça est, si on veut, assis sur un problème plus gros. C'est celui que, si c'est Éric Kerr ou si c'est la CAQ ou si c'est François Legault ou si c'est un autre tenant qui a poussé l'enveloppe très rapidement, on se retrouve avec une situation bien inconvenante où est-ce qu'il n'y a jamais eu de consultation publique sur le chantier de l'identité numérique. Et si on recule un petit peu, normalement, c'est les Québécois qui auraient dû être informés en pleine transparence d'exactement quelle est leur place là-dedans, puisqu'ils vont être soit des bénéficiaires de l'identité numérique, soit des potentielles victimes. Et il n'y a pas eu de discussion sociale, probablement pour finalement faire avancer le projet plus rapidement, ça on le comprend, là, mais peut-être également pour ne pas apeurer les gens en leur disant qu'il y a des risques. Et peut-être que certaines personnes se disent, ben, si je peux juste présenter ma main au-dessus d'un système de paiement quelconque, lorsque j'arrive à la caisse dans un magasin, ben c'est pratique, je n'ai pas à sortir mon portefeuille, je n'ai pas à sortir mes cartes. C'est une identité biométrique ou une autre sorte d'identité avec un code ou autrement, qui va faire en sorte que le gouvernement du Québec, via probablement une immense base de données centralisée, va pouvoir confirmer au marchand ou à l'intermédiaire avec lequel le marchand fait affaire. On peut parler des cartes de crédit Visa, Mastercard, Interac, que je suis bel et bien moi et que je peux faire la transaction. Mais attention, on recule d'un pas. Pourquoi dire que vous êtes vous alors que la simple détention de la carte de crédit a nécessité de votre part que vous fournissiez votre identification, que vous fournissiez la preuve que vous êtes vous? Eh bien voilà, on touche le nerf du problème. Le problème, c'est l'identité qui doit être vérifiée et jusqu'à présent, c'était identifié entre des privés. Entre, par exemple, moi qui est Claude Gélina et peut-être l'émetteur d'une carte de crédit qui serait Visa, j'aurais prouvé à Visa que j'habite à l'adresse où je suis, j'ai le numéro de téléphone, puis je réponds, j'ai bel et bien, je ne sais pas, un revenu, un emploi, puis on prouve toutes sortes de choses, puis à quelque part, ça devient très difficile de dire que dans le fond, on était quelqu'un d'autre. Si la vérification diligente est bien faite par Visa, si je détiens une carte Visa, ben le nom qui est marqué sur la carte, c'est fort probablement le bon. Donc, finalement, lorsque nous allions chez n'importe quel marchand avec une telle carte, ben généralement, c'était correct. Nous sommes la personne qui est marquée sur la carte et bien sûr, il y a une diligence à la caisse qui se fait de manière toute naturelle. Si c'est une carte avec un nom d'homme comme Jean-Pierre et que c'est une femme, ben là, on pose la question, avez-vous remarqué que ce n'est pas votre nom? Puis il y a des questions qui se posent. Aujourd'hui, il y a des zones grises, mais essentiellement, c'est une question qui se pose au moment d'un paiement. Mais on n'a pas besoin forcément du gouvernement du Québec pour être un intermédiaire qui vient finalement mettre son gros nez entre une transaction qui se veut privée. Parce que lorsque vous allez chez votre épicier, ben, vous n'avez pas dans l'idée de devoir vous identifier via un service gouvernemental pour avoir le droit d'acheter vos fruits et vos légumes. Et pourtant, le gouvernement du Québec, via le travail d'Éric Kerr, essaie de faire passer cette logique-là. Et ça passe beaucoup en sourdine. Certaines personnes se sont intéressées au principe même de l'identité numérique et voient que c'est un tapis rouge pour emmener des conditions éventuellement rattachées à une base de données centrale.
Par exemple, si on devait avoir au Québec un système de, de score social, certains appellent ça le crédit social, à la chinoise ou autrement, puisqu'il existe maintenant des exemples dans différentes sphères d'activité de type de crédit social, eh bien, la base de données d'identification numérique serait probablement fondamentale. Parce que si, par exemple, une personne est identifiée comme étant un criminel, ben, est-ce qu'elle va avoir le droit d'acheter dans certains commerces? Il pourrait y avoir des commerces qui vont, je ne sais pas, éventuellement refuser de servir quelqu'un qui ne correspondrait pas à certains éléments de préférence de ce commerce-là. Et peut-être que s'ils n'aiment pas les criminels pour une raison ou une autre, ils refuseraient de lui vendre une épicerie. Mais ça peut aller très loin. Si vous avez roulé trop vite en automobile, peut-être qu'une station-service va refuser de vous vendre de l'essence. Ça paraît complètement surréaliste de dire ça aujourd'hui. Mais qui sait, les préférences pourraient s'articuler d'un côté comme de l'autre, parce qu'évidemment, là, on parle d'un marchand qui peut-être éventuellement aurait une manière ou une autre de recevoir autre chose que juste un jeton d'identification qui dit oui ou non, mais bien des jetons d'identification qui disent ben oui, mais cette personne-là, donc soyez prudent, elle pourrait avoir un profil différent du standard et bon. Mais ça pourrait aller dans l'autre sens aussi. Ça pourrait être tout simplement l'émission par la Banque centrale du Canada de monnaies cryptées, les fameux CBDC. Donc, c'est des monnaies de banque centrale qui vont finalement court-circuiter les institutions financières pour être émises directement avec les gens du pays lui-même ou les gens qui, finalement, doivent recevoir ces crypto-monnaies-là. Et il peut y avoir des conditions qui sont attachées aux crypto-monnaies. Donc, les conditions, ça peut être que, par exemple, la crypto-monnaie qui vous est donnée, par exemple 20 en crypto-monnaie de la Banque centrale du Canada, ne peut être utilisée que, par exemple, dans les 2 ou 3 prochains mois pour acheter, par exemple, des fruits et légumes. Donc, si vous êtes quelqu'un qui est végétarien, vous allez dire, ben, c'est génial. Puis si vous dites, ben, j'aimerais beaucoup avoir une petite pièce de viande, puis accompagner mon repas avec ça, mais ça se pourrait que, pour toutes sortes de raisons, la monnaie numérique vienne avec des conditions. Et cette monnaie-là ne pourrait, dans ce cas-là, dans cet exemple fictif-là, pas servir à acheter de la viande. Alors que normalement, si quelqu'un aujourd'hui a 20 dans ses poches, il peut aller chez le boucher et dire, bon, ben, telle pièce de viande, ça me convient, je te l'achète. Voici mon 20 donne-moi la pièce de viande, je me sauve chez nous, j'ai hâte de manger ça. Mais avec des conditions qui seraient appliquées sur l'argent, là, ça change tout. Alors, il faut comprendre qu'il y a des projets en silo qui se développent, parce que vous comprenez très bien que l'identité numérique d'Éric Kerr se développe en silo, pardon, au ministère, au MCN, mais le CBDC, lui aussi, est développé en silo. Le problème, c'est que ça va devenir très tentant de ramener ces choses-là dans un seul et même projet éventuellement. C'est comme lorsque vous voyez un pont qui se bâtit, souvent vous allez voir des colonnes qui sont toutes seules en plein milieu d'un champ ou d'un cours d'eau, et puis il n'y a rien par-dessus. Mais éventuellement, il se trouve à avoir un plateau qui va être ajouté par-dessus, puis là, tu dis, oh, OK, oui, c'est un viaduc, c'est un pont, c'est un point de passage. Là, on le comprend mieux parce que la plateforme est ajoutée. C'est un peu ce qui risque d'arriver dans le domaine de l'identité numérique, des crypto-monnaies qui viennent des banques centrales et donc qui peuvent avoir une quantité astronomique de limitations. Et ça peut aller encore plus loin. Ça peut aller jusqu'au contrôle des individus via des... Ils appellent ça en anglais du geofencing. C'est comme mettre des clôtures numériques. Par exemple, il se pourrait que votre téléphone vous mette en garde que là, vous avez utilisé votre automobile dans une zone où vous n'êtes jamais allé auparavant et par mesure de sécurité pour les gens qui habitent là et qui ne vous connaissent pas, ben, il faudrait que vous donniez une garantie que vous êtes quelqu'un qui y va avec des bonnes intentions. Ça paraît complètement surréaliste de dire ça comme ça, puisqu'aujourd'hui, on peut prendre notre véhicule à essence, remplir avec la quantité qu'on a besoin et partir, voyager, rouler, et il n'y a pas vraiment de limite. Ça se fait plutôt bien et il n'y a pas vraiment rien qui nous arrête.
Alors, quelqu'un peut partir de Québec, descendre jusqu'à San Diego et même descendre plus bas que ça s'il a le cœur à faire une route un petit peu différente au Mexique et aller visiter très, très loin. Et tant qu'il y a de l'essence, tant qu'il y a de l'énergie pour conduire, ça se fait. Mais qui dit qu'il n'y aura pas des clôtures électroniques qui vont se lever éventuellement, puisque les gens sont identifiés? Par exemple, si quelqu'un se fait dire qu'il n'a pas le droit d'approcher telle personne, et puis pour un ordre de cours ou quoi que ce soit, puis lui, ben, il veut simplement aller à l'épicerie. Puis il se trouve que cette personne-là se trouve dans un rayon, je ne sais pas, de 1 km ou 2 km de l'épicerie. Et puis là, tout à coup, son téléphone cellulaire l'avertit, si tu continues, tu vas briser tes conditions parce que là, on a identifié la personne dont tu n'es pas censé t'approcher, puis on t'a identifié toi. Alors, tout à coup, l'identité numérique qui était pratique pour payer plus vite dans un commerce, tout à coup, elle devient bien inconvenante, hein? Parce que, dans le fond, les appareils sont sans fil. Ils nous suivent partout. Et ça, c'est sans oublier qu'éventuellement, le rêve des contrôleurs, c'est de nous contrôler encore mieux. Donc, qui dit qu'il n'y aura pas des façons de nous identifier de manière biométrique avec des caméras de rue, avec notre propre téléphone cellulaire qu'on serait obligé de tenir à notre visage ou des choses comme ça pour toutes sortes de nouvelles configurations sociales et que finalement, on serait suivi à la trace, dans le sens qu'on ne pourrait plus aller nulle part sans avoir de manière préemptive toutes sortes d'avertissements. Donc, il pourrait y avoir des avantages à ça, de sorte qu'on ne perdra plus personne, mais en même temps, des fois, certaines personnes veulent être perdues. Combien de personnes possèdent des chalets ou des petits coins dans des campings pour se faire oublier? Ils ne veulent pas qu'on pense à eux, ils ne veulent pas qu'on sache que personne sache qu'ils sont là. Et psychologiquement, ça leur fait beaucoup de bien, reconnecter avec la nature, avec eux-mêmes, oublier un petit peu les problèmes qui auraient pu alourdir leur quotidien, puis ils veulent finalement vivre quelque chose qui, de toute évidence, est loin de la fameuse normalité ou la nouvelle normalité que l'identité numérique nous annonce. Puis en même temps, on est conscient que l'identité numérique peut jouer également pour nous, dans le sens qu'on a, sur le web, été habitué depuis des décennies à mettre des mots de passe partout. Et on se dit, pourquoi tant de mots de passe si seulement je pouvais mettre mon visage devant la caméra puis qu'il voit que c'est moi? Bien, déjà, les téléphones iPhone, les téléphones Android ont des technologies qui permettent de faire un peu ça. Mais le problème, c'est que si vous avez besoin, par exemple, vous avez une agence de publicité, puis votre, votre client vous dit, j'aimerais que tu ailles mettre une publicité sur Instagram, mais là, tout à coup, ça devient difficile parce qu'il se peut qu'Instagram demande des vérifications. Et les vérifications doivent venir du téléphone cellulaire, de la personne qui avait le compte sur lequel vous, en tant qu'agence de publicité, vous vouliez aller placer une publicité. Et puis là, ben, ça ne marche pas bien parce que là, c'est la personne à l'autre bout qui reçoit l'avertissement. Vous, vous êtes dans votre agence, puis vous dites, oh, punaise, il faut que je m'identifie, puis ça ne marche pas. Là, c'est l'autre qui reçoit le message. Puis déjà, vous voyez un petit peu comment ça peut être complexe, mais imaginez, c'est avec l'identité numérique qui, elle, se fie à votre biométrie. Dans le fond, vous ne pourrez plus juste appeler le client et dire, dis-moi les 6 chiffres là, qui viennent d'être envoyés en SMS dans ton cellulaire. Parce que là, il va peut-être y avoir des nouveaux services qui vont apparaître, mais à quelque part, à sa face même, on voit qu'il y a un problème quand la biométrie devient intégrale. Mais la biométrie, c'est seulement une partie du problème. C'est une partie qui doit être débattue socialement, mais qui ne l'est pas. Les géants de Big Tech arrivent avec des solutions biométriques et finalement, ils imposent un peu leur vision de la biométrie sans vraiment consulter personne. Il n'y a pas personne au Québec qui s'est fait consulter pour dire, toi, est-ce que tu es à l'aise avec ça que les téléphones cellulaires maintenant, ça soit avec ton visage qui soit débarré? Puis les gens auraient peut-être des opinions fort intéressantes. Puis socialement, on n'est peut-être pas nécessairement si à l'aise que ça avec cette approche-là. On a tous vu les films où une personne qui venait d'être mise inconsciente ou hors de service se faisait tout simplement débarrer son téléphone cellulaire parce que la caméra voyait son visage et assumait que la personne avait authentifié de débarrer le téléphone. Même chose pour les empreintes digitales. Finalement, ce qui était censé
ce qui avait été présenté à tout le moins comme une grande sécurité, en bout de ligne, ne l'était pas du tout. Alors, il faut comprendre que l'identité numérique a un bon côté lorsque les gens qui l'offrent sont bienveillants et ça peut être terrifiant quand les gens qui l'offrent sont également les mêmes qui s'occupent de percevoir l'impôt, de prendre les retenues à la source, d'opérer des cours de justice, d'opérer les écoles, le réseau de la santé. C'est les mêmes qui ont les doigts dans tous les gâteaux. Donc, ça devient extrêmement inconvenant parce que là, tout à coup, on part avec le principe qu'on veut nous rendre service, mais à quelque part, on se dit, est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres motivations? Parce que si la plupart des gens vont avoir un profil tellement normal, tellement banal, qu'il n'y a probablement rien qui va en advenir, bien, il y a peut-être une autre part de la population qui, elle, pour toutes sortes de raisons, peuvent devenir des cibles. Et ces cibles-là peuvent être des cibles discrètes ou des cibles bruyantes, mais dans les deux cas, des cibles d'un gouvernement, parce que le gouvernement nous a montré sous Justin Trudeau qu'ils étaient capables de cibler des groupes de personnes qui n'avaient pas commis de crime, mais qui étaient pressentis avoir présenté un danger. Alors aujourd'hui, il y a une commission sur l'état d'urgence qui tente de faire un peu la lumière sur des situations qui se sont produites en février 2022 au Canada, dans notre pays. Et on a maintenant une preuve que le gouvernement peut aller trop loin, puisque plusieurs témoins disent que c'est exactement ce qui s'est produit. Mais en même temps, il faut comprendre qu'on a toujours eu une relation finalement qu'il fallait être prudent avec les États, que ce soit au fédéral, au provincial, au municipal, tout simplement parce qu'il y a des gens à l'intérieur de ça qui ont leur propre motivation. Et leurs motivations, si elles ne sont pas pures, ben, ça peut ouvrir la porte à des abus. Et les abus, ben, ça peut coûter très cher à tout le monde. Alors, on a plusieurs excellentes raisons aujourd'hui de dire que ça prendrait des audiences publiques importantes au Québec pour discuter de l'identité numérique avant même que la Commission d'accès à l'information ait à se prononcer sur l'implantation pour ClickSecure du jalon qu'Éric Kerr et son équipe ont préparé. Parce que ça me semble être mettre la charrue devant les bœufs d'une manière un peu olympique, là. C'est comme s'ils avaient tellement voulu aller vite qu'ils avaient oublié le fondement même. C'est comme en voulant mettre le plateau sur le pont, ils avaient oublié de mettre les colonnes. Parce qu'on s'entend que la protection des renseignements personnels, c'est une colonne absolument fondamentale de n'importe quel projet d'identité numérique, qu'il soit public, comme c'est le cas au Québec, ou qu'il soit privé, comme c'est le cas pour plusieurs entreprises dans le monde qui travaillent des systèmes pour l'identification numérique. Maintenant, on a eu des exemples qui donnaient froid dans le dos avec des passeports COVID ou des passeports autres sur la base de toutes sortes de conditions qui, dans le privé, faisaient en sorte de protéger numériquement certains endroits ou certaines mouvances ou des écoles ou des hôpitaux. Mais c'était un problème parce qu'à quelque part, le privé devient le maître des lieux. Celui qui offre l'authentification, s'il se trompe, on pointe le doigt vers qui? Puisque la personne qui, par exemple, dans un cas hypothétique où la personne devrait présenter un passeport vaccinal, par exemple, et qu'il n'a pas ce passeport-là, pourrait se buter à un gardien de sécurité qui, pour ne pas perdre son emploi, pour respecter des directives, va peut-être empêcher l'accès. Et cet empêchement-là pourrait engendrer des situations inédites, imprévues, imprévisibles, où une personne qui attendait la visite de cette personne-là, pour toutes sortes de raisons, décède ou a des problèmes autres. Et puis, c'est que ces problèmes-là peuvent se produire en format XXL dans toutes sortes de sphères. Donc, on se retrouve à devoir discuter en tant que société de quelque chose de tellement fondamental qui est l'identité, que là, on n'a pas le choix de revenir aux fondamentaux parce que vous savez,
tous ceux qui ont vécu plusieurs décennies, vous n'avez pas nécessairement eu une identité numérique et vous avez très bien vécu. Et dans le monde d'aujourd'hui, c'est un peu la recherche de contrôle de l'Internet des objets qui pousse les humains à devoir toujours se plier à mettre des mots de passe partout. Mais à quelque part, c'est un peu ça qui motive beaucoup de gens à dire: ah, moi, si je pouvais remplacer ça avec mon empreinte digitale ou avec mon visage, c'est ça qui a fait que les appareils numériques ont de plus en plus ce genre de technologie-là. C'est à force de frustrer les gens que là, tout à coup, plusieurs personnes se disent: ben là, il faut avoir quelque chose qui est plus transparent. Puis quelque chose de plus transparent, ben, ça devient une opportunité. Dans ce cas-ci, au Québec, pour le gouvernement, pour le MCN d'Éric Kerr. Et ça a pris finalement la Commission d'accès à l'information pour remettre la gouvernance au goût du jour, puisque si les renseignements personnels des gens ne sont pas protégés, bien là, c'est extrêmement dangereux. Ça veut dire que lorsque les gens pensent qu'ils sont protégés, en réalité, ils ne le sont pas tant que ça. Parce que si les renseignements personnels ne sont pas le centre d'un système comme celui-là, où sont-ils? Parce qu'on peut imaginer qu'Éric Kerr, qui de toute façon devrait faire preuve de beaucoup plus de transparence. Parce que présentement, on voit qu'il y a une zone d'opacité, mais c'est une zone extrêmement fondamentale. On ne peut pas faire autrement que de vouloir comprendre ce qui se passe. Parce que présentement, on a des informations, mais elles ne sont que partielles. C'est ce qui rend cette nouvelle-là aussi unique en son genre, parce que ça nous concerne tous. C'est nous qui devrions être aux commandes d'un projet comme ça. Puis là, on voit que c'est un groupe qui est probablement bien intentionné, bien équipé, puis ils veulent bien faire. Mais c'est un groupe, c'est pas toute la société qui est derrière ça. Et puis là, ils veulent faire passer ça en vitesse, puis là, d'avoir une prise dans ces conditions-là, ça paraît vraiment pas bien. Alors, il va falloir qu'on revienne, tout le monde, sur cette situation-là avec une forme de détachement, dans le sens que présentement, là, on est encore capable de s'identifier. Présentement, on est encore capable de payer dans les commerces. Puis on n'a pas besoin du gouvernement pour nous identifier à chaque fois. Parce que lorsque vous allez, par exemple, ouvrir un logiciel, il y a des logiciels qui vous demandent de vous authentifier puisqu'une partie de leur code provient d'un nuage. Alors, ils veulent simplement comprendre si c'est bel et bien vous devant l'écran. Alors, ils vous demandent votre nom d'usager ou votre courriel et votre mot de passe. Puis vous, ben, vous avez ça dans un petit carnet ou vous avez ça dans votre tête ou sur un autre support quelque part. Ou il y a des systèmes qui sont offerts comme des services aussi, des logiciels, des apps qui vous permettent de finalement garder tout ça de manière électronique. Donc, il y a quand même des alternatives. Mais présentement, vous n'avez pas besoin que le gouvernement vienne dire que vous êtes qui vous êtes. Ça se fait entre vous et l'autre, la personne qui vous offre finalement le service ou l'endroit où vous devez mettre vos codes. Mais justement, puisque ces sujets-là ne sont pas discutés, ben, on est obligé d'en parler comme ça, à l'extérieur du discours officiel, parce qu'il faut finalement éveiller ceux qui ne sont pas conscients que tout ça, ben, c'est un immense piège. Si on ne fait pas partie de la discussion, on va se faire imposer une solution toute faite, qui va peut-être être fonctionnelle, qui va peut-être être bonne, mais qu'est-ce qu'on en sait? Si on ne fait pas partie du développement, ne serait-ce qu'avec des consultations sérieuses, ben on est simplement des gens qui subissons dans un premier temps l'imposition d'une vision qui n'était peut-être pas la nôtre. Il y aura peut-être des sensibilités québécoises, mais à quelque part, ce ne sera pas le fruit de quelque chose qui est arrivé après des consultations. C'est arrivé en marge de toute forme de consultation. Alors, ça, c'est un problème. Et l'autre chose, c'est la tendance présentement qu'on observe que l'Internet des objets devient de plus en plus l'Internet des humains. Et on se demande si à quelque part notre identité qui est confirmée par le gouvernement ne deviendra pas un frein à notre propre vie. Qui dit qu'un jour, le gouvernement ne décidera pas de restreindre notre identité si, par exemple, il nous dit: vous n'avez pas le droit de sortir après 20 heures pour un couvre-feu quelconque, pour une raison hypothétique qu'on ne connaît absolument pas encore, ben, est-ce qu'il se trouverait à vouloir nous décourager en désactivant notre identité numérique après 20 heures, de sorte que même si on voulait aller au dépanneur
pour acheter quelque chose qui nous manquait, ben, on ne pourra juste même pas payer. Donc, le dépanneur risque de tout simplement fermer en disant, ben, de toute manière, personne ne va pouvoir consommer. Donc, ça ne me sert à rien d'ouvrir mon commerce, personne ne va pouvoir payer. Dans un système où il n'y aurait plus d'argent comptant, ce qui serait encore plus terrifiant, puis dans un système où finalement, les paiements seraient 100% obligatoirement passés par l'identité numérique. Alors, vous voyez le genre d'excès qui pourrait se produire, puis on sent que les dernières années COVID ont été une forme de ballon d'essai pour voir jusqu'où les gens seraient prêts à être dociles et consentir à des décrets ou des conditions ou des directives qui sortent un peu de nulle part. On les entendait le matin même et puis tout à coup, il fallait s'y conformer le soir ou le jour d'après. Donc, c'était particulier parce qu'on n'a pas été élevé dans les dernières décennies comme ça. Il y avait un rapport de respect très différent avec les citoyens et les gens qui servaient les citoyens, ou à tout le moins en principe. Mais là, on sent que les élus sont passés à un tout autre niveau. Et ce niveau-là rend énormément de gens inconfortables. On parle quand même de millions de personnes qui, aujourd'hui, regardent les directives et réfléchissent et se disent, est-ce que vraiment les gens qui donnent la directive ont pris en compte mes points de vue, mes préférences? Puis la question se pose. Alors, aujourd'hui, on n'a pas le choix de considérer que le fait qu'il y ait un train pour essayer de passer l'identité numérique le plus vite possible, ben, c'est une lumière rouge. C'est une forme de signal d'alarme. Une alarme où le citoyen n'a pas encore été consulté. Et c'est là-dessus qu'il faudrait revenir. C'est là-dessus qu'il faudrait parler aux députés de toutes les circonscriptions du Québec. Elles sont presque toutes caquistes de toute façon. Alors, ils sont certainement capables de parler à Éric Kerr et de leur dire, écoutez, il n'y a pas eu de consultation citoyenne. Là, on voit qu'il y a un jalon qui n'est pas atteint parce que la protection des renseignements personnels, de toute évidence, ne faisait pas partie de la gouvernance dans la mesure où la Commission d'accès à l'information en avait besoin. Ça, c'est un problème. Deuxièmement, il n'y a pas de transparence. Parce que comment ça se fait que nous, on n'a pas accès à ces documents-là, ou à tout le moins à des documents qui nous permettraient d'avoir l'heure juste. Présentement, on est obligé de se fier à des informations qui sortent de manière partielle. Et l'autre éléphant dans la pièce, il est énorme, mais ça commence avec l'identité pour l'Internet des objets, puisque vous savez qu'elles sont toutes identifiées avec une adresse MAC, Machine Address. Alors, c'est possible pour un routeur, par exemple, de savoir que vous avez un aspirateur connecté ou une laveuse connectée et qu'avec votre téléphone cellulaire, vous pouvez en prendre contrôle pour faire des options. Mais ça, c'est un problème, là. Parce qu'on s'en va dans un monde zero trust. Le zero trust, c'est que vous allez devoir vous identifier en permanence. Parce qu'ils veulent que les logiciels principaux soient désormais programmés en zero trust. Parce que leur idée, c'est que si vous vous levez pour aller chercher un livre à la bibliothèque et que vous revenez et que quelqu'un entre les deux a été devant votre ordinateur et a fait quelque chose pour, par exemple, pirater vos données ou voler vos informations, bien, ça aurait été pratique que l'ordinateur y ait une approche zero trust. Le zero trust veut dire qu'à tous les instants, avec la caméra, avec les micros, avec n'importe quelle façon de détecter, il est tout le temps en train de valider et revalider votre identité. C'est vraiment malaisant là, parce que ça veut dire que les Internets des objets, le routeur peut valider 60 000 fois par seconde que l'aspirateur est à tel endroit. Puis bon, il y a ça se produit avec l'Internet des objets, mais de faire ça avec les humains, c'est un tout autre degré. Mais on comprend que les contrôleurs, présentement, sont devenus très à l'aise avec le fait d'avoir un contrôle granulaire, un contrôle extrêmement précis, pour ne pas dire un peu paranoïaque, sur les appareils. Alors, fort de ce confort-là, il aimerait probablement ça, étendre ce genre de contrôle-là sur les humains. Eh oui. Alors, les humains, c'est parce qu'une fois identifiés, normalement, tu peux ne pas avoir à tout le temps t'identifier, puis c'est bien correct. Plusieurs personnes vont avoir un compte de courriel,
et ils vont s'identifier une fois de manière tout à fait, tout à fait officielle dans les préférences, mais ce n'est pas à chaque fois qu'ils prennent leur courriel qu'ils re-rentrent tous leurs mots de passe. Ils l'ont fait une fois et ils s'authentifient sur l'ordinateur. Et sur l'ordinateur, ben, une fois authentifié, on a accès à un jeu d'applications, souvent l'application de courriel, l'application de furetage. Moi, j'utilise Brave. Je ne sais pas lequel vous utilisez. C'est sûr et certain que quand vous vous êtes authentifié en tant qu'humain, vous n'avez pas le réflexe de penser que vous allez être réauthentifié à toutes les secondes ou avec la caméra ou avec les micros. Donc, le Zero Trust, il l'implante à divers degrés. Des fois, ce n'est pas toutes les secondes. Des fois, c'est simplement qu'il va y avoir des mécanismes pour dire si vous vous levez, ben là, il faut vous réauthentifier tout de suite, alors que présentement, on se donne souvent un petit 5 minutes que l'ordinateur, il est pas on peut le fermer avant de se lever pour aller quelque part, mais généralement, il attend un bon petit 5 minutes avant de partir en veille et puis de nous forcer à rentrer à nouveau le mot de passe. Parce qu'on peut s'être levé pour aller chercher un livre qu'on avait besoin, pour aller chercher une feuille à l'imprimante. Tous les scénarios peuvent être là, mais on comprend très bien que le Zero Trust, il se veut transparent, dans le sens que les vérifications ne seraient pas quelque chose qui vous serait demandé, mais c'est l'ordinateur qui, lui, exigerait un peu ça. Puis présentement, les gens ont goûté à l'authentification par double facteur et ce n'est pas toujours pratique parce que là, tout à coup, tu es en train de faire un travail avec ton ordinateur portable, tu es à l'extérieur, puis là, tout à coup, tu n'as pas ton téléphone cellulaire sur toi nécessairement, mais tu vas pour aller dans un service qui exige l'authentification à double facteur, puis là, ça envoie un code sur le cellulaire. Mais le cellulaire, il est à l'autre bout de la maison ou il est il est dans ta voiture ou quoi que ce soit. Et puis là, ça devient embêtant parce que là, il faut arrêter tout ce qu'on fait, il faut aller chercher le cellulaire, rentrer le code, puis c'est pas pratique. C'est pas pratique tout le temps. Oui, ça ajoute un niveau de sécurité, mais parfois, on regarde les choses banales qu'on a accédées avec ça. On se dit, est-ce que ça valait vraiment la peine d'avoir cette sécurité-là? Puis certaines compagnies, pour essayer de mettre en place ce qui est appelé des meilleures pratiques, vont forcer leurs usagers à utiliser l'authentification à double facteur. Et là, il y a un autre piège. C'est celui que plusieurs personnes n'ont purement et simplement pas de téléphone cellulaire. Mais le problème, c'est que certaines compagnies qui visent un public plus jeune, qui est généralement affublé d'un téléphone cellulaire, va exiger d'avoir l'authentification à double facteur basée sur le SMS envoyé à un téléphone mobile, un téléphone intelligent, en sachant que certaines personnes plus vieilles, une grand-maman qui n'a pas de téléphone cellulaire, elle ne pourra pas avoir accès à ce service-là parce qu'elle ne pourra jamais s'authentifier avec l'authentification à double facteur. C'est inquiétant. Il y a même des services de paiement qui fonctionnent avec l'authentification à double facteur obligatoire, ce qui signifie que si la grand-maman voulait partir une boutique dans Etsy ou ailleurs et recevoir des paiements, je ne dirais pas le nom du fournisseur, mais le nom de cet intermédiaire de paiement-là, elle ne pourrait pas le faire. Donc, sa boutique dans Etsy, il faudrait qu'elle trouve des moyens alternatifs de recevoir ces paiements parce qu'il y aurait une étape dans la chaîne qui ne passerait pas, et ce serait celle de l'authentification à double facteur pour le service qui perçoit les paiements. Alors, on voit à quel point tout ça, ça peut devenir un peu byzantin et ça peut devenir finalement toxique pour plusieurs personnes qui n'ont pas absolument tous les objets. Parce que derrière chacun des objets que je nomme, il y a un prix. Je ne sais pas si vous avez regardé les prix des téléphones intelligents, mais certains sont moins chers, mais moins rapides. Certains sont plus chers, mais ont plus de fonctions. Mais dans les deux cas, ils ne sont pas gratuits. Et ça fait en sorte qu'à moins que quelqu'un ait l'excellente idée de vous en donner un, vous allez devoir payer vos appareils pour pouvoir faire le sautage dans les cerceaux de l'identité numérique, de l'authentification, de l'auto-authentification. Et ça va déplaire à plusieurs personnes parce que c'est censé être un système qui est, si vous voulez, bienveillant. Mais on la cherche des fois, la bienveillance,
parce qu'on comprend que certaines compagnies privées vont utiliser ça comme occasion de charger des frais pour simplifier quelque chose qui est inutilement complexe. On le voit avec la gestion des mots de passe. Plusieurs personnes payent un abonnement mensuel pour avoir une application pour être capable de gérer les mots de passe tellement ils en ont. Et presque tout le monde a une collection de mots de passe aujourd'hui parce qu'on a accès à un grand nombre de services dans le nuage, le fameux nuage qui nous libère les mains, puisqu'on n'a plus toujours besoin d'avoir un disque dur dans les mains. Mais par contre, le nuage, il faut s'authentifier, puis à tout moment, on peut avoir des données là-bas qui peuvent être perdues aussi. Puis en même temps, très peu de gens savent exactement où sont physiquement les données dans le nuage, tellement elles peuvent être distribuées un peu partout. Donc, on ne sait même pas si les données qu'on pense être sécurisées dans le nuage ne sont pas entre les mains d'un régime comme le régime communiste chinois. Par exemple, si les gens vont se servir de systèmes dans le nuage qui sont basés en Chine. Alors, il y a des questions comme ça qui parfois vont rendre les gens un peu nerveux, mais on est rendu à l'ère numérique où est-ce qu'on a comme un peu abdiqué sur notre vie privée et les derniers bastions qui restent. Eric Kerr rentre en bulldozer, puis il veut faire passer ça sans avoir fait un travail soigné au niveau de la gouvernance, ou à tout le moins pas suffisamment soigné pour que la commission d'accès à l'information le laisse passer. Et on a vu pendant les 2 dernières années de crise qui se poursuivent au moment où on se parle incroyablement, on a vu que finalement, la commission d'accès à l'information était plutôt il aurait pu être plus actif sur certains dossiers de ségrégation, mais ils ne l'ont pas forcément été et ça a permis à ce qu'il y ait finalement des applications, le Vaxicode, des choses comme ça, qui fassent leur apparition et finalement, la commission d'accès à l'information est restée discrète. On n'a pas entendu beaucoup finalement de levée de bouclier qui aurait été normale, à laquelle on se serait attendu. Mais non. Mais là, par contre, on sent qu'il y a la gouvernance qui n'a pas passé. Donc, c'était peut-être juste un protocole ou une meilleure pratique qui n'était pas atteinte. C'est peut-être pas si grave qu'on dit au plan technique, mais moi, je pense que c'est extrêmement grave au plan social parce qu'on se trouve à avoir une collection de peut-être 2-3 personnes à la commission d'accès à l'information, peut-être 4-5 personnes au ministère d'Éric Kerr, qui ont finalement un petit peu travaillé sur l'aspect gouvernance et puis ils ne s'entendaient pas. Mais à quelque part, il y a 8,5 millions de Québécois potentiellement qui, eux, sont directement visés par ça. Et personne ne leur donne le micro. Personne ne leur demande leur ressenti à eux par rapport à ce qui est en train de se tramer quelque part dans un bureau à la commission d'accès à l'information. Et ça, c'est un problème. Donc, j'aurais pu vous parler également des systèmes de surveillance dans les rues qui vont devenir finalement complètement intégrés au nuage et aux appareils mobiles, aux téléphones intelligents, qui vont faire en sorte qu'une personne qui dépasse une certaine distance, qui marche trop vite, qui va faire quelques comportements que le gouvernement trouverait du jour au lendemain répréhensibles. Et tout ça, ça va devenir des outils de surveillance. Et on entend parler de technologies qui pourraient envoyer simplement des ondes et sans même avoir une caméra, peut-être même avec des micros pour le son, savoir des choses du géopositionnement de ce qui est autour. Donc, finalement, d'envoyer des ondes et finalement d'avoir une forme d'écho et de comprendre le positionnement de tout ce qui entoure la tour de surveillance, parce que certains appellent ça des lumières intelligentes, d'autres appellent ça l'extension de la ville intelligente. Mais plusieurs personnes commencent à comprendre que c'est également l'humain sous surveillance, mais de partout. Parce qu'il y a eu un temps où on disait « Fais attention, ton téléphone te surveille. Fais attention, ton ordinateur, il en sait beaucoup sur toi. Fais attention, ton routeur, il y a des capacités que tu peux peut-être ne pas bien comprendre. » Puis là, on se rend compte qu'avec les tours 4G LTE, peut-être vous avez remarqué qu'il y a des tours 5G qui viennent à être montées dans certaines zones. Ben, tout ça, on remarque qu'il n'y a pas eu une transparence complète sur ni les capacités, ni l'opération.
il y a beaucoup de transparence qui manque présentement. Et vous savez que le gouvernement du Québec a encore mis pas loin d'1 milliard, la CAQ, avant les élections, pour faire poser de la fibre optique un peu partout. Puis la fibre optique, vous le savez, c'est la colonne vertébrale des villes intelligentes. Alors, la 5G existe parce qu'elle est branchée sur de la fibre optique qui va très vite. Elle peut avoir une répétition entre les tours, bien sûr, mais ça va très vite avec de la fibre optique. Donc, présentement, presque tout est appuyé là-dessus. Donc, j'aimerais juste attirer à votre attention que le système qui se met en place va être absolument incroyablement performant pour les contrôleurs, mais autant il pourrait simplifier la vie des gens, autant les gens doivent se poser la question à quel prix je me fais simplifier ma vie. Puis n'oubliez jamais, vous avez des décennies de pratique que vous n'aviez pas d'identité numérique d'Éric Kerr, puis ça allait bien, là. C'est pas parce que des plans sortent de Suisse, du complexe ONUSO, Forum économique mondial IST de Klaus Schwab, c'est pas parce qu'Antonio Guterres et Klaus Schwab veulent quelque chose que c'est forcément bon pour vous. Il faut que vous deveniez finalement maître de votre propre gouverne personnelle, parce qu'à partir de ce moment-là, vous n'accepterez pas nécessairement l'avis d'un grand média, comprenant que c'est parfois l'écho d'une propagande d'État qui elle-même est alignée sur une directive mondialiste qui vient d'un organe des Nations Unies et qui finalement crée une nouvelle norme, une nouvelle balise sociale à suivre. On le voit avec le développement durable, on le voit avec la lutte au COVID, on le voit avec la lutte au carbone, on le voit avec les changements climatiques, on le voit avec à peu près tous les sujets de l'heure. Ça vient tout des corporatos technocrates de Suisse. Et même s'il y a des gens du monde entier qui se ramènent un peu vers le Forum économique mondial ou les Nations unies, on comprend que les deux sont basés pas très loin l'un de l'autre en Suisse et qu'ils travaillent activement et officiellement ensemble. L'ONU, avec les 5 à 7 000 fondations et organisations caritatives et OBNL extrêmement riches qui sont autour de l'ONU et qui s'alimentent aux mamelles de l'ONU en grande partie et qui également, pour les plus riches, financent une partie des activités de l'ONU directement ou indirectement et finalement agissent à titre de partenaires mondiaux de l'ONU pour finalement bénéficier des immenses argents qui sont aspirés depuis les pays comme le Canada pour être mis en place pour aider quelques problèmes, que ce soit bâtir une école au Pakistan pour des petites filles, ben, il va y avoir un partenaire de l'ONU qui a ses entrées près de l'ONU en Suisse qui va dire « Ah, moi, je vais la bâtir, l'école au Pakistan pour des petites filles. » Souvent, on voit des photos, puis c'est un paquet de briques empilées une par-dessus l'autre, puis c'est laid, ça n'a aucun sens. Mais ils vont envoyer une photo avec des petites filles souriantes puis un beau petit costume, puis ils vont dire « Tada! Les 60 millions de dollars ont vraiment bien fonctionné. » Et puis, les gens vont en plus donner à ces organisations-là qui, elles, cachent très bien leurs liens de financement avec un ou plusieurs organes de l'ONU. Et c'est la raison pour laquelle, quand vous commencez à faire des recherches, vous voyez que finalement, c'est une pieuvre suisse, basée en Suisse, qui comprend des mondialistes de toutes couleurs et avec des géométries qui sont complémentaires les unes aux autres. Et quand vous voyez ça, ça devient extrêmement inconfortable parce que là, vous dites, autant je pensais que l'ONU était là pour nous rendre des services, autant je me rends compte qu'ils se servent eux-mêmes bien avant de servir qui que ce soit d'autre, puis ils prennent des montants faramineux dans nos fonds publics qui leur sont canalisés par une classe politique qui est à plat ventre devant ce complexe qu'on pourrait presque qualifier de mafieux basé en Suisse. Alors, je vous en ai dit quand même pas mal. La plupart des gens qui me suivent savent qu'il faut que je sois sur le frein, le break à bras, à peu près à toutes les phrases que je dis, parce qu'on ne peut plus vraiment dire ce qu'on a à dire dans un monde où la censure est rendue aussi forte, aussi pressante. Alors, on dit ce qu'on peut et les gens comprennent et sont capables de mettre le trait d'union entre les mots
Ils sont capables de comprendre qu'il y avait des degrés qu'on ne pouvait pas nécessairement explorer avec toute la liberté qu'on aurait si on avait une conversation à visière levée à 2 personnes, sans caméra, sans surveillance. D'ailleurs, ça aussi, ça risque de complètement disparaître avec la présence, l'omniprésence de satellites ou d'autres technologies qui peuvent prendre des mesures, que ce soit la voix ou la présence à des distances qui sont inédites présentement. Il va falloir s'habituer au fait que notre vie privée va être d'abord une fiction et ensuite un défi, alors qu'avant, c'était un fait. Il y avait moyen réellement d'avoir une vie privée. Il reste encore des personnes qui vont être capables de s'isoler tellement loin dans le bois qu'ils vont avoir une sensation très nette d'avoir coupé les liens. Mais malheureusement, les avancées technologiques qui sortent font en sorte que finalement, la civilisation se rapproche tout le temps. Et c'est très difficile de vivre complètement à l'extérieur du circuit de la civilisation, puisqu'on a tous besoin à un moment donné des autres. Et une partie de notre développement cognitif personnel monte dès qu'on est au contact des autres aussi. Donc, on gagne beaucoup à, si vous voulez, continuer de se faire assez confiance pour essayer de combattre les effets les pires en restant, si vous voulez, près des gens qui, eux, veulent aller très vite avec des agendas sans nous dire très exactement où ces agendas-là commencent et finissent. On le voit avec McKinsey et la CAQ. Pardon. Où les rapports demeurent complètement secrets. On ne sait toujours rien de ces rapports-là. Alors, il va falloir qu'on mette finalement les besoins du peuple à l'avant, parce que présentement, on sent que c'est les besoins d'Éric Kerr qui sont en haut du totem, et ce n'est pas normal. Ça devrait vraiment être le peuple qui passe en premier. Je pense que même si Éric Kerr entendait ça, lui-même serait le premier à dire c'est vrai qu'on devrait avoir une transparence complète avec le peuple. C'est vrai qu'on n'a pas fait de consultation comme on aurait dû en faire. Et puis, tout ça a été vite. Et puis, je suis certain que même lui, il avouerait que ça vaudrait la peine de mettre les freins et de faire ça. Parce que si on ne le fait pas, c'est clair qu'à un moment donné, si la CAI, la Commission d'accès à l'information, accepte, bien, ça ne veut pas dire que le peuple, lui, a accepté, parce qu'il n'a jamais accepté jusqu'à présent. Pas plus qu'on a accepté socialement toutes les, le fleuve de décrets qui nous a été imposé, supposément pour des mesures d'urgence, et qui a finalement aujourd'hui des effets. On le voit. Tu ne peux pas cacher le visage de tout le monde et que les enfants aient le même développement. Ils ne l'ont pas eu. Ils n'ont pas non plus eu la même quantité d'oxygène, donc ils n'ont pas eu la même oxygénation. Ils n'ont pas pu évacuer le carbone d'une manière naturelle. Toutes ces choses-là, aujourd'hui, on le voit, ont des conséquences. Alors, si l'identité numérique s'en vient avec des gros sabots, comme la crise COVID a été forcée sur les gens, ben, il va y avoir aussi des conséquences. Puis je pense que c'est une gouverne sage et prudente que de savoir reconnaître que présentement, il y a un énorme problème. Et ce n'est pas juste avec ce qui se passe parce que la gouvernance n'est pas correcte. C'est beaucoup plus profond que ça. Alors, l'identité numérique, peut-être, mais dans la mouture actuelle où il n'y a pas de concurrence, où c'est uniquement le gouvernement, où le gouvernement fait tout ce que la Suisse lui demande, où c'est un système de base de données qui peut être connecté à tous les autres périls potentiels, eh bien, je pense que c'est le temps de dire qu'on va arrêter ce qui est fait, le temps de comprendre ce qui est entrepris et où est-ce que tout ça doit aller, avec un petit détour pour savoir où tout ça a commencé. Pourquoi l'obsession? Pourquoi il faut faire ça vite? Pourquoi maintenant? Alors, je sens que vous avez plein de choses à dire à votre député, plein de choses à jaser. Je parlerai d'autres sujets dans une autre émission parce que le temps file vite. Et puis, j'ai insisté pour répéter certains sujets au fil de la conversation parce que je le sais que certains éléments sont un peu plus complexes. On n'en entend pas parler à tous les jours. On aime ça, avoir une répétition pour dire « OK, c'est vraiment ça qu'il a dit ». Mais j'aurais pu passer plus vite sur le sujet parce qu'à quelque part, ce qui est là est scandaleux.
mais pas pour les raisons qu'on pense. Pour la raison que c'est les citoyens qui auraient dû te consulter. Puis bon, j'aurais pu épiloguer un petit peu plus là-dessus, mais je sens que vous aviez besoin de simplement avoir l'heure juste, que présentement, l'identité numérique, ça approche, et puis qu'il y a des choses qui se font et qu'il y a des évaluations également qui ont lieu, mais il faut qu'on aille plus loin que ça. Il faut que le peuple reprenne la place centrale dans ce dossier-là et dans une infinité d'autres dossiers. Présentement, ce qui va trop vite ne nous sert pas nécessairement très bien. Alors, je vous remercie d'avoir écouté. Je vous souhaite une belle journée. Si vous avez besoin d'informations, je vais mettre une publication dans forum.chaudière.ca et sous la vidéo dans les plateformes où je diffuse les vidéos, dont YouTube. Et vous allez pouvoir avoir des articles plus complets avec une myriade de détails. Si c'est ce qui vous intéresse, vous allez être satisfait. Alors, merci à vous et faites attention à vous. Hein. À bientôt.